Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un jeu que j'apprécie particulièrement puisqu'il s'agit de Paper Tales en version intégrale. Un jeu développé par Masato Uesugi et illustré par Christine Alcouf, illustration faite à la main. L'édition de très belle facture est proposée par Catch-Up Games alors qu'il est distribué par BlackRock. Ce jeu n'est pas récent puisqu'il date dans sa version initiale de 2017, me semble-t-il. Enfin, c'est ce que je crois comprendre en tout cas quand je regarde le livret. Et il a été édité en sa version intégrale, donc une forme de seconde édition, en 2022. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour diverses raisons que l'on évoquera durant la partie ou après, plus probablement. Quoi qu'il en soit, je vous propose une partie complète aujourd'hui, sachant que c'est un jeu qui se joue en 4 manches, qui est assez rapide, alors pas forcément nerveux, parce que c'est un jeu assez cérébral dans lequel on va réfléchir. Alors, il y a plusieurs façons de s'impliquer à ce jeu. On peut vraiment essayer de faire des calculs savants, ou alors simplement être opportuniste. Voilà, on le verra. Moi, je joue un peu entre les deux. J'essaie de m'adapter. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu avec lequel je prends beaucoup de plaisir, et donc j'avais envie de le partager avec vous. J'ai déjà effectué 4 ou 5 parties. Le rapport de force, on va dire, est équilibré puisque certaines fois je remporte la partie, certaines fois je perds. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une partie enrichie avec la première extension qui s'appelle Au-delà des portes. Voilà, c'est l'extension numéro 1 et dont les auteurs recommandent l'utilisation au bout de quelques parties. Donc naturellement, j'ai injecté les éléments dans le matériel, ce qui va nous permettre de découvrir en plus une proposition qui n'est pas vraiment filmée d'habitude. Voilà, ça vous permettra aussi de voir un peu de manière plus étendue ce que propose Paper Tales. Alors l'installation est à la fois simple, agréable et rapide grâce à un packaging proposé par Ketchup Games, irréprochable hein, tout simplement. Voilà, donc moi j'adore sortir ce jeu, juste le sortir déjà, je trouve que c'est un kiff. Donc on a le livret de règles, le livret pour le mode solo, dont on se sert de temps en temps, mais honnêtement très sporadiquement. J'ai fait 4 ou 5 parties, j'en ai quasiment plus besoin. Ici, on trouve le plateau des légendes qui va nous permettre de suivre sur sa partie supérieure notre score ainsi que celui de notre adversaire, ainsi que le déroulement de la partie qui se compose de 4 manches successives. Dans la boîte, on trouve, pour ce qui concerne l'espace général, un deck de cartes. Alors, elles sont slivées, donc ça fait un gros tas. Un deck de cartes composé d'unités. Alors, les unités sont très variées. Elles apportent toutes des capacités que nous pourrons utiliser durant la partie. Elles ont un coût en pièces d'or. Une capacité de combat ici, de force dans le bouclier, et puis donc la capacité en bas. On voit aussi le nombre d'exemplaires disponibles dans le jeu. Par exemple, l'ogre là est disponible en un seul exemplaire. Donc c'est une carte assez rare. La relique, pareil. Là, la sculptrice est en 2 exemplaires, et ainsi de suite. Donc toutes ces cartes sont mélangées, bien mélangées. Alors d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de trier quoi que ce soit. Euh, pour autant, dans la mesure où on va utiliser l'extension numéro 1 au-delà des portes, eh bien, le deck est enrichi de 20 cartes. Donc, ce qui nous amène à peu près à 105 cartes, je crois. 105 ou 107 cartes d'unités dans lesquelles on va piocher tout au long des 4 manches. On va également constituer une réserve de pièces d'or, j'avais oublié ça. Alors, pas besoin d'en prendre des quantités astronomiques hein, en jouant solo. On a des pièces d'or. Et puis, un aspect que j'aime beaucoup, et très spécifique à ce jeu, ce sont des jeux de vieillissement. C'est-à-dire que nos unités vont prendre de l'âge, de l'expérience, et puis vont à un moment disparaître, mourir, pour quitter la partie.
Et donc ces jetons vous nous indiquez ce phénomène. On a un pion en bois qui va nous permettre de suivre le déroulement des manches. Donc à chaque manche, on l'avancera simplement. Et puis on est à peu près bon. Pour le joueur humain, on choisit une couleur et un set de cartes. Donc moi je vais prendre n'importe, je vais prendre le jaune. Voilà. Ce matériel consiste à un jeton monarque qui va nous permettre de suivre notre score de légende sur le plateau. Une carte d'aide de jeu que l'on va mettre au-dessus. Moi je vais les poser sur un porte-carte au-dessus du plateau légende pour y avoir accès facilement. Elles sont très très bien faites et c'est ce qui permet de ne plus avoir à consulter le livret de règles très rapidement. Donc sur cette carte, on trouve la routine du tour de jeu, une routine qu'on assimile très vite, parce qu'elle est très simple, malgré le fait qu'il y ait 6 étapes. On apprend ça très simplement. Et puis, le reste du paquet de cartes du joueur est constitué de bâtiments que l'on va essayer de construire pendant la partie et qui vont nous amener des capacités. Alors, chaque bâtiment a un niveau, une valeur en points de victoire et une capacité, ainsi qu'un coût de construction. Il faut savoir qu'à ce coût s'additionne un coût de terrain dont il faudra s'acquitter pour construire à certains moments. Chaque bâtiment est en version de base et en version améliorée. Dans sa version améliorée, les coûts, enfin les gains en points de victoire qu'il rapporte en fin de partie sont renforcés et les capacités, bien sûr, sont étendues. Donc ça, on verra. Il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on fabrique un bâtiment de niveau 2, eh bien, on étend nos capacités d'action. On le verra durant la partie. Tout ça, c'est très simple, je vous en reparlerai. Pour une partie avec l'extension, il y a une petite installation particulière. Alors déjà, on va prendre toutes les cartes bâtiments du jeu de base. C'est celles qui n'ont aucun symbole là sur l'étiquette en haut de la carte, dans le coin inférieur droit de cette petite bannière là. Donc là, il n'y a rien. Donc tout ça, ce sont les bâtiments du jeu de base. Ici, puisqu'on utilise la carte au-delà des portes, l'extension au-delà des portes, on a le petit symbole de clé qui est le symbole de l'extension. Donc on va récupérer tous les bâtiments de cette extension. Là, on voit dans Palais Royal que c'est une épée. Donc ces bâtiments relèvent de l'extension numéro 2 qu'on ne va pas utiliser, cette fois en tout cas, pour notre partie. Alors, en termes d'installation, on va utiliser 4 bâtiments par défaut qu'on utilise toujours et dont on dispose durant la partie. Donc on a les mines, le temple, la taverne et la ville. Donc ça va faire partie de notre set de bâtiments à construire. Et on va ajouter à cela 3 cartes prises au hasard dans tout stade carte. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont la caserne qui est du jeu de base, et les 6 autres cartes sont apportées par l'extension. Donc pour sélectionner ces cartes, eh bien, l'éditeur a prévu, ou le concepteur, je ne sais pas, a prévu un système de tuiles que l'on va piocher face cachée. Donc là, c'est pareil, je vais isoler les bâtiments de l'extension. Ces 3 tuiles ne seront pas utilisées. J'ai 7 tuiles, comme de manière identique aux lignes de cartes. On mélange les tuiles. Elles sont de très bonne facture, elles sont très, très denses, très agréables comme moment. Alors on mélange et puis on en sélectionne 3. Donc 1, 2, 3. Les autres ne seront pas utilisés. On va les révéler, et ce qui va nous donner l'offre de bâtiments supplémentaires dont on va disposer. Alors, par exemple, ici, on aura la possibilité de construire la bibliothèque. Donc on va récupérer ça. La bibliothèque, elle est là. L'abbaye et le marché noir, ici. Voilà. Les autres bâtiments sont rangés, ne seront pas utilisés et donc pas disponibles à la construction pour cette partie. Donc là, on est déjà dans un système de renouvellement des parties et de rejouabilité important, puisque d'une partie sur l'autre, on n'aura pas les mêmes capacités à disposition à condition de construire tel ou tel bâtiment. On verra
peut difficilement tout construire en 4 manches, parce que les bâtiments coûtent assez cher. Mais avec cette carte, on est quand même sur des possibilités très importantes qui vont parfois se combiner entre elles, etc. En tout cas, voilà pour notre set de cartes bâtiments du début de partie. Je vais compléter notre installation par la mise en place d'un petit porte-carte qui nous sera bien utile. Que nous reste-t-il? Eh bien, pour le joueur humain, rien du tout. On va passer maintenant à notre adversaire virtuel. Le matériel de l'automa est constitué exclusivement de cartes. On va simplement lui attribuer un jeton monarque, comme pour nous, ce qui va nous permettre de suivre son score sur le plateau. Donc lui, il jouera en noir. Pour l'automa, on a une carte d'aide qui va nous permettre de suivre les phases du tour de jeu spécifiques à notre adversaire, qui est un roi liche, donc un roi nécromant mort-vivant. Et puis, on a un certain nombre de cartes qui vont nous permettre de découvrir les capacités du roi liche et de le faire évoluer au gré de la partie. Dans un premier temps, on va sélectionner les cartes de manche. Voilà, pour la manche numéro 1, on va prendre une carte parmi ces 4 cartes qui va donner une capacité, enfin plusieurs capacités, enfin, qui va illustrer les capacités et les actions du roi liche pour la première manche. Ensuite, parmi les 4 cartes proposées, on va faire la même chose pour la deuxième manche. Alors, n'importe laquelle. Idem. La troisième manche. Hop. Quatrième manche. Allez, celle-là. Et même si on joue qu'en 4 manches, il y a une carte qui porte un F comme ça et qui va nous servir en phase finale, on le verra. De la même manière, on en sélectionne une au hasard. On met en phase 2. En matière d'installation pour l'automa, on pourrait s'arrêter là. Moi, dans la mesure où j'ai déjà fait 5 parties et où je me suis bien amusé, eh bien, j'ai envie de relever un petit peu le défi. Donc, le jeu propose d'ajouter une carte capacité supplémentaire au roi liche, ce qui vient à chaque fois augmenter voilà, le niveau de complexité du jeu. Donc, si on veut l'augmenter un petit peu, voilà, là, disons que c'est le niveau 1, on passe au niveau 2, on ajoute une carte. Je n'ai pas mélangé. Voilà. On ajoute une carte. Si on veut complexifier encore, eh bien, on ajouterait une autre carte, voire encore une autre, voire encore une autre. On peut tout à fait ajouter les cartes pour avoir un niveau de difficulté maximum. Donc là encore, une forte rejouabilité au niveau de l'automa entre la randomisation des cartes de manche et l'ajout plus ou moins dense de cartes capacité supplémentaires pour le roi liche. On est face à un adversaire qui peut évoluer en même temps que notre courbe d'apprentissage s'accroît, on va dire. Voilà, donc là on est à peu près bon pour l'installation. Je vérifie si je n'ai rien oublié, mais non, là on est bon. En fait, tout est prêt. Donc voilà, ça fait un matériel à la fois simple, net, épuré, mais avec déjà une belle densité, je trouve. Nous allons simplement démarrer la partie. Alors, la première manche va me servir à illustrer vraiment le tour de jeu, et puis au fur et à mesure, on accélérera, on prendra notre rythme de croisière pour aller comme ça jusqu'à la fin de partie. Je pense que de manière raisonnable, un épisode va suffire hein, pour couvrir toute la partie sans durer très longtemps. Donc vous verrez, c'est un jeu qui se joue normalement une demi-heure. Et bon voilà, quand on prend vraiment son temps, même sans filmer, bon moi je trouve qu'une demi-heure c'est un peu juste, mais on est entre une demi-heure et 3/4 d'heure, voilà, pour les moins rapides. Ok, bon bah écoutez, on démarre, première manche alors. Bien, en début de partie, on a deux choses.
d'abord au niveau du joueur humain, on gagne 3 pièces d'or. Voilà, qui nous serviront à recruter. Ensuite, au niveau du roi Lich, eh bien, on va révéler cette carte déjà. Alors, on voit que le roi Lich, à l'étape 3 du tour, donc on verra que l'étape 3 correspond à l'étape de guerre. Mais ça, je vais revenir hein, sur le déroulement. Donc à cette étape de guerre, le roi Lich ajoute +1 à la force de combat de son armée noire, c'est ce que représente le bouclier noir là, et +1 à la force de combat de son armée violette. Donc voilà, donc un roi Lich très belliqueux, à la capacité militaire accrue, ce qui forcément pose question quant au déroulement des batailles à venir. Ensuite, puisqu'on est dans la première manche, on révèle la carte avec le même numéro de manche, tout simplement. Donc cette carte, c'est un espèce de temple. On voit manche 1, elle va rapporter 3 points de légende au début du tour du roi Lich. Elle lui donne une capacité de combat pour son armée noire de 2 et une capacité de combat pour son armée violette de 2. Donc bien sûr renforcée par cette carte-là, donc on sera à 3 pour chaque armée. De plus, là c'est une capacité de quête, ça s'appelle comme ça, et donc le roi Lich gagne 2 points, 2 points de légende pour chaque carte avec au moins un effet de phase. Donc on voit que c'est en phase 5, c'est la phase construction, durant laquelle on construit notamment, enfin on fabrique notamment les bâtiments. Voilà comment on débute la partie pour le roi Lich. Donc un tour de jeu se décompose en 6 étapes, une phase de recrutement, une phase de déploiement, une phase de guerre, une phase de revenu, une phase de construction et une phase d'âge ou de vieillissement. Enfin, voilà. Alors, pour le recrutement, eh bien, le jeu simule un draft. Alors, il le simule de manière très très simple. C'est-à-dire que pour chaque manche, nous allons disposer de 5 cartes pour la première manche, et puis à partir de la seconde manche, on aura 6 cartes. On va voir comment on se les procure. On va simuler le draft en procédant à des tirages successifs de plusieurs cartes. Première phase de ce draft, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'avais tout mélangé de toute façon. Parmi ces cartes que l'on peut regarder, on va en choisir une et une seule. Alors donc toutes les cartes ont un coût en pièces d'or, des capacités, une capacité de militaire, de combat, et c'est tout. Alors là par exemple on a le pillard, qui est une carte qui coûte 1 quand on la déploie, en 2 exemplaires, 3 en capacité de combat, et à chaque phase de guerre, donc phase 3, on gagne une pièce par guerre remportée. Ouais, il m'intéresse celui-là parce que je pense que si on peut gagner des guerres, c'est au début de la partie. Après, ça va être plus compliqué, je pense. Donc, je vais retenir cette carte. Les 4 autres cartes non choisies sont mises de côté dans ce qu'on appelle un deck des enfers, qu'on va utiliser tout à l'heure. Ensuite, deuxième étape, on pioche cette fois non plus 5 cartes, mais 4 cartes. On révèle, et de la même manière, on va en choisir une et une seule. Alors, ici, on a la salamandre, donc +1 par jeton vieillissement en phase 3. La salamandre ne meurt qu'avec 2 jetons vieillissement ou plus. Ouais, elle est bien, mais elle coûte cher. On a le mystique, vous pouvez empêcher une de vos unités avec un seul jeton de mourir, un seul jeton vieillissement. Ça pourrait être intéressant pour le pillard, notamment. On a un fermier qui coûte 0, qui nous rapporte de la viande. Les ressources sont importantes parce que ce sont elles qui nous permettent de construire les bâtiments notamment ou d'alimenter de différentes manières des unités. Et la maîtresse du temps, donc quand on la déploie en phase 2, eh bien, on peut poser 2 jetons sur une de vos unités. Alors ça irait bien avec la salamandre. Le seul problème, c'est que je peux retenir qu'une seule carte pour l'instant. Bon, je vais prendre la salamandre. La 4 en capacité en force de combat, ce qui est intéressant.
Voilà. Et donc les 3 autres cartes sont mises dans le deck des enfers. Troisième étape du draft. Cette fois, je pioche 3 cartes. Alors, je tombe sur un fermier. 1 en force. Il nous rapporte une viande, coûte 0. Une ombre. 3 en force. Et quand on la déploie, active à nouveau tous les effets de déploiement de vos unités. On n'a pas d'effet déploiement. Le mineur nous apporte un cristal pour 1. Je pense que je vais prendre le fermier qui coûte 0. J'aime bien l'ombre, mais là, j'ai pas d'effet de ce type. Les 2 cartes non choisies vont dans les enfers. Alors là, j'ai 3 cartes. Dans les enfers, on a 9 cartes en principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc, on passe à la 4e étape du draft en mélangeant le deck des enfers qu'on vient de constituer avec les cartes rejetées lors de nos 3 premières phases de draft. On mélange bien. Hop. On mélange bien et on va prendre au hasard 2 cartes dans ces 9 cartes. Alors, 1 et 2. Là, on reconstitue le paquet des enfers. On révèle et là, on peut choisir un des deux. 3, lorsqu'il est déployé, 2, il rapporte 2 points de légende par unité avec un coût de 2 ou plus dans votre royaume. Et il rapporte aussi du cristal, mais il est cher. En combat. Je vais le rejeter, lui. Quoique... Alors, quelle est la capacité du roi Lich? Bon, c'est avec une capacité de construction. Donc, le noble n'a pas la capacité de construction. Je le remets. Donc, je vais garder le fermier que je mets dans ma sélection de cartes. La carte que je rejette cette fois, je la mets sous le paquet des enfers. Et dernière étape, je pioche une carte sans avoir le choix que je mets dans ma main. J'ai désormais mes 5 cartes tirées cette manche-là. Voilà, et ça va être le paquet pour le roi Lich. L'étape de recrutement, qui est la première étape du tour de jeu, s'achève comme ça. Lorsqu'on joue en solo, la phase de recrutement est complétée par l'action de l'armée du roi Lich. Donc on voit comment se déroule cette étape. Les cartes que vous ne conservez pas vont aux enfers. Donc on l'a vu, hein, on est dans ce paquet-là. En fin de phase, le roi Lich marque les points de légende grâce aux cartes nécropole. Alors les cartes nécropole, ce sont les cartes noires qui sont en face de nous. Donc il va d'abord scorer le nombre de points qui figure sur la carte nécropole de la manche. Donc là, on est en manche 1, donc la carte nécropole, c'est celle-ci, elle lui rapporte 3 points. Ça veut dire qu'avant même de commencer, il nous met 3 points dans la vue. Ça, c'est la première chose. De plus, il gagne aussi les bonus de quête des cartes révélées. Alors, les bonus de quête des cartes révélées, eh bien, c'est ce qui correspond à cette capacité. Donc, il prendra 2 points pour chaque carte avec au moins un effet de phase construction. Donc, pour savoir combien de points il remporte, eh bien, on va prendre les enfers et on va regarder quelle carte propose un effet en phase construction, donc à l'étape 5 du tour de jeu. Donc là, c'est un effet en phase de déploiement. Là, c'est un cristal. Phase de déploiement, phase de revenu, la phase 4. Phase de guerre, de vieillissement, donc pas de points. Une viande, pas de points. Et l'ombre a un effet en phase de déploiement. Donc, ce qui signifie que là, dans ce cas présent, le roi Lich ne remporte aucun point grâce à sa capacité de la manche 1. Donc, il ne veut pas en rester là, puisqu'à la manche 2, il utilisera la capacité présente sur la carte de nécropole de la manche 1 et la capacité présente sur la carte de la manche 2 qu'on révélera à ce moment-là. Donc on voit qu'il va continuer à se renforcer tout au long de la partie. Une fois qu'on a terminé de regarder ce que faisait le roi Lich, eh bien on défausse les cartes à côté du paquet des unités.
Et là, le tour du roi Lich est terminé. On va passer à la deuxième étape du tour de jeu, à savoir le déploiement, qui consiste à réorganiser vos unités en jeu, puis poser, révéler et payer les nouvelles cartes. Pour déployer, il faut savoir que le joueur humain dispose de 4 emplacements, 2 à l'avant, c'est-à-dire qui font face directement au roi Lich et qui vont servir comme unité de combat, et 2 à l'arrière qui vont servir de soutien de différentes manières. Donc on va poser 4 cartes ici, en face de nous. Alors, par exemple, pour une pièce d'or, je dépense, je la remets dans la réserve, je déploie le pillard. Le pillard m'apportera une capacité, une force de 3 et une capacité en phase de guerre. Donc celle-ci, je le déploie. Ensuite, pour 2 pièces d'or, je vais déployer la salamandre. La salamandre a une capacité de combat de 4, plus 1 par jeton vieillissement sur elle. Donc là, pour le premier tour, on aura 3 plus 4 en capacité en force, en fait. Ensuite, il me reste 3 cartes en main. Je vais déployer un fermier, parce que j'en ai 2 en plus. Alors, il me coûte 0. Donc là, et lui, je vais le mettre à l'arrière, c'est-à-dire que sa capacité, sa force de combat ne sera pas utilisée. Hein, il est vraiment présent en tant que soutien. Et j'ai un mystique, vous pouvez empêcher une de vos unités. Alors, en phase d'âge, vous pouvez empêcher une de vos unités avec un seul jeton de mourir. Je pense qu'on va le déployer, lui, parce que ça va nous permettre de renforcer la salamandre au prochain tour. La 5e carte reste dans ma main, je la mets de côté, je pourrais l'utiliser plus tard. À chaque tour, à chaque manche, on a le droit de conserver une et une seule carte en réserve. Après le déploiement, on passe à la phase suivante, qui est la phase de guerre. C'est-à-dire que là, notre armée, constituée dans le cas présent de la pillarde et de la salamandre, va affronter les 2 armées du roi Lich. Alors, les armées du roi Lich. L'armée noire a 2 plus 1, 3, mais il ne faut pas oublier la capacité spéciale du roi Lich, qui donne plus 1 à chacune de ses armées. Donc, la force de l'armée noire du roi Lich est de 4 en tout. L'armée violette a 2, 3, 5, plus 1, 6. Donc, on est sur une force de 4 pour l'armée noire et 6 pour l'armée violette. Nous, on additionne les forces de nos troupes. Donc 3 et 2, 3 et 4, ça fait 7. Donc on va avoir dans les deux cas une force supérieure à celle des armées du roi Lich. Quand on remporte une guerre face à une des armées, donc là on compare notre score, 7 face au 6, non, au 4 de l'armée noire, eh bien, quand c'est nous qui gagnons, on gagne 3 points de légende, donc 1, 2, 3 pour cette guerre-là. Quand le roi Lich gagne, lui gagne 1 point de légende pour lui. Voilà, et puis deuxième bataille, donc là on est 6 contre 7, dans notre faveur, on regagne 3 points de légende. 1, 2, 3. Voilà. Et une guerre se déroule uniquement comme ça. On a également une phase, une capacité qui se déclenche en phase de guerre. Donc là, la pillarde, pendant une bataille, récolte des pièces sur ses victimes, hein, et donc elle récupère, elle nous permet de gagner une pièce d'or par guerre remportée. Donc là, on a gagné deux guerres, donc on gagne 2 pièces d'or. La salamandre, elle a un effet en phase de guerre, mais c'est lié au jeton vieillissement, donc c'est pas pour maintenant. Et donc voilà, ça ne va pas être plus compliqué que ça. La guerre est résolue, les batailles ont été remportées par notre monarque. On peut continuer la phase de jeu. On va maintenant procéder à la 4e étape du tour, qui consiste à encaisser nos revenus. Alors on va gagner 2 plus les revenus apportés par les effets revenus de la phase revenu. Alors nous, on n'a pas d'effet de phase revenu pour l'instant, donc on va gagner 2 pièces d'or simplement. Ça, c'est le gain par défaut. Voilà, 2 pièces d'or. Ce tour, ce qui nous fait une réserve de 4 pièces d'or en tout.
C'est tout, hein, le roi Lich, lui, ne s'intéresse pas à cet aspect. Ensuite, on passe à la 5e phase, qui consiste à construire un bâtiment de niveau 1 ou de niveau 2, en payant les ressources plus le coût du terrain, on va voir ce que c'est, ou améliorer un bâtiment existant, donc passer de 1 à 2. Alors nous, on n'a pas de bâtiment existant. En revanche, on va regarder si on peut construire un bâtiment. Alors pour construire un bâtiment, il faut payer les coûts en ressources selon le niveau. Pour construire un niveau de bâtiment 1, un bâtiment de niveau 1, il faut payer les coûts présents à gauche là. Pour construire directement un bâtiment de niveau 2, il faut payer les coûts du niveau 1 plus les coûts du niveau 2. Donc là, ça voudrait dire une gemme pour le niveau 1, plus une gemme et 2 pièces d'or pour le niveau 2, donc 2 gemmes plus 2 pièces d'or. Si on voulait construire le marché noir, niveau 2 directement. Alors l'intérêt de construire un bâtiment de niveau 2, c'est que on active toutes ses capacités et que sa valeur en point de victoire en fin de partie est renforcée. De plus, elle va nous donner la possibilité d'étendre notre pouvoir d'action en nous accordant un emplacement de carte supplémentaire. Donc on pourra, lors de la phase de déploiement, poser 5 cartes au lieu de 4, ce qui change beaucoup les choses. Quoi qu'il en soit, là, nous, on ne produit pas dans notre royaume de cristaux, puisque nous, on produit simplement une viande. Alors, les ressources sont produites de manière automatique, c'est-à-dire que, en fait, on comptabilise toutes les ressources qui apparaissent sur les cartes qui ont été déployées, simplement, y compris les bâtiments quand ils sont construits. Donc, par exemple, là, le marché noir, lui, nous permettrait de gagner une ressource en minerai, mais ce n'est pas le cas pour le moment. L'abbaye. Alors, l'abbaye peut être construite avec de la viande et en dépensant 3 pièces d'or. Alors, elle rapporte 2 viandes. Ça peut être pas mal. Pour la bibliothèque, il faut du bois, du minerai et de l'or. C'est hors de portée. Les mines, il faut du bois. On n'a pas de bois. Le temple, il faut du minerai ou de l'or. Alors ça, on pourrait le faire. Alors le temple, c'est pas mal parce qu'en phase de revenu, il nous rapporte 2 pièces supplémentaires. Pour construire le temple niveau 2, il nous faudra soit des cristaux, soit de l'or. Donc ça, c'est bien. C'est assez versatile. On peut construire la taverne. Alors la taverne est bien parce qu'elle nous rapporte en phase de revenu une pièce par viande. Et sinon, en niveau 2, un point de légende par viande dans votre royaume. Ça, c'est en phase de guerre. Alors là, on a de la viande, donc ça pourrait combiner, d'autant que derrière, on a encore le fermier. Donc je pense qu'on va construire la taverne, voilà, parce que ça nous rapporte de l'argent. Et qu'est-ce qu'on a dit? Le temple, lui, il nous rapporte quoi? Ah, lui, c'est 2 systématiquement. 2, et en plus, après, en phase de quoi? En phase de guerre, il nous rapporte 2 points de légende supplémentaires. Ah oui, c'est fort. Mais ça nous coûte des pièces. Bon, je crois qu'on va bâtir la taverne, du coup. C'est quand même moins cher. Donc, pour ce premier tour... Ah oui, mais elle ne nous rapporte pas de... Ah oui, elle ne nous rapporte pas de ressources. Ouais, donc le temple nous rapporterait des ressources plutôt. Donc voilà, on va bâtir le temple. Alors, à chaque tour, on ne peut bâtir qu'un seul bâtiment. Donc, je construis le temple. Pour ça, je dois dépenser 2 pièces d'or. Alors, je n'ai pas de coût de terrain puisque c'est ma première carte. En revanche, pour bâtir un deuxième bâtiment, je devrais payer un coût de terrain, c'est-à-dire que je devrais m'acquitter du coût du bâtiment selon le niveau choisi, plus 2 pièces d'or par carte, par bâtiment déjà existant. Donc si je construis un deuxième bâtiment, je devrais payer le coût du bâtiment plus 2 pièces d'or. Voilà. C'est un petit truc à ne pas oublier, ça. Au début, quand j'ai commencé, je l'oubliais. Donc c'est plus facile de construire les bâtiments, mais on verra que finalement, cette question de ressources est cruciale, donc c'est pour ça que je construis le temple. Là, ça pourrait me permettre de bâtir plus facilement d'autres bâtiments. D'autant que je pense qu'on va être vite confronté à une armée du roi Lich beaucoup plus forte, donc il faut que je trouve d'autres ressources de points de légende.
d'autres manières de m'imposer finalement. Voilà, c'était pour la phase construction. Ensuite, on atteint la 6e et dernière étape du tour de jeu, donc la phase d'âge. Les unités avec un jeton de vieillissement meurent, on n'en a aucun, et sinon, on pose un jeton de vieillissement sur chaque unité. Voilà, donc nos unités prennent de l'âge. Alors, dans le livret de règles, il est précisé qu'au cours de cette phase, les monarques appliquent les effets indiqués par l'icône vieillissement sur les unités et bâtiments de leur royaume. Ouais, donc ça veut dire que avant de défausser la carte, j'appliquerai la capacité du mystique. Okay. Donc c'est la fin de la première manche. On voit que le jeu se déroule de manière extrêmement fluide. Ça va très très vite en même temps puisqu'on a déjà effectué 25% de la partie. On n'a pas tellement le temps de l'embiner. Il va falloir rapidement trouver des leviers entre maintenant et la deuxième manche pour améliorer notre capacité d'action, hein, donc ce tableau, pour pouvoir affronter le roi Lich et lui passer devant assez rapidement. On va maintenant passer à la deuxième manche. Donc pour ça, j'avance le jeton simplement. C'est parti. Donc la deuxième manche va commencer par une phase de recrutement. Donc cette fois, on va reproduire un draft avec 5 cartes au début. Alors moi, en phase de revenu, je vais gagner 2. Pour renforcer mon temple, il me faudrait du minerai ou de l'or. Alors la construction intervient après la phase de revenu. Donc on aura de l'argent potentiellement. Mais attention parce que parce que l'argent vient vite à manquer. On a un fermier de nouveau. Bon, on l'a déjà le fermier, on en a encore en réserve, donc lui on ne va pas le prendre, je vais le mettre dans les enfers tout de suite. On a la négociante en bois, vous pouvez payer une pièce d'or au lieu du bois autant de fois que vous le souhaitez en phase construction. Alors attention, il faut se souvenir que le roi Lich va appliquer des effets, va prendre des points pour les cartes qui ont des effets en phase construction. La négociante en bois a cet effet-là. Mais malheureusement, il y a une deuxième carte qui a un effet en phase construction, c'est la Dryade. Elle a un effet lors du déploiement, elle fait vieillir la Dryade immédiatement, elle pose un point de jeton de vieillissement dessus. Et en phase construction, vous pouvez payer du bois au lieu de la viande ou des cristaux autant de fois que vous le souhaitez. Alors à condition d'avoir les ressources nécessaires, bien sûr. Vous pouvez payer bois au lieu... Ah ouais, donc ça ne nous intéresse pas, ça. En plus, elle coûte 1. Donc moi, je crois que je vais prendre la négociante en bois. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Ou alors le cuisinier qui me rapporte une pièce d'or par viande dans le royaume. Nous, on a de la viande dans le royaume. Ouais, donc je vais plutôt prendre le cuisinier. Alors là, j'ai pas de force de combat, mais voilà. Donc toutes ces cartes sont mises dans les enfers. Deuxième étape du draft, je prends 4 cartes. Voilà, j'ai le Léviathan qui coûte 3, plus 2 par viande dans votre royaume en phase combat. S'il y a un ou plusieurs jetons vieillissement sur le Léviathan, il ne peut pas combattre. Oh, par contre, attention, hein. Dès que je le pose... Ah non. Il rapporte 2 viandes s'il y a un ou plusieurs jetons vieillissement sur le Léviathan. Ah d'accord. Non, je ne vais pas prendre ça. La milicienne, elle me coûte 0. J'ai la Djinn, là, donc des monettes. En phase déploiement, améliorer gratuitement un de vos bâtiments. Ah ouais. De 1 en 2. Gratuitement. Ça, c'est énorme. Donc là, je pourrais améliorer mon temple directement. Ce qui fait qu'en phase 3, je gagnerai 2 points de légende. Ouais, je crois que je vais prendre le Djinn. Allez, je prends le Djinn. Ok, ça me coûte 2 pièces d'or quand je le déploie. D'accord, je pioche 3 cartes. Donc là, j'ai l'enfant de la forêt, le notable au singe chapardeur. Gagner une pièce d'or par point de vieillissement sur le singe chapardeur quand il meurt. Et sinon, il me rapporte une pièce d'or. Là, le -1, ça nous rapporte une pièce d'or. Je le déploie. Sinon, j'ai l'enfant des forêts.
J'ai l'enfant des forêts. Et je pourrais pas le déployer parce que je n'ai pas... je n'ai que 2 pièces d'or. Si je déploie le jean, ça va être compliqué. Je vais quand même la garder. Peut-être pour le tour suivant. On verra. Je rejette les autres. Donc, en principe, là, j'ai mes 9 cartes. 2, 4, 6, 8, 9. Je mélange. Allez, quatrième étape. Je prends 2 cartes. Je vais prendre je prends celle-là et celle-là. Voilà. Ça, c'est les enfers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le contrebandier, gagner une pièce d'or lors du déploiement par ressources différentes. Non, pas trop important. Le Léviathan. Ouais. Je vais garder le Léviathan. Voilà, donc cette carte, je la mets sous les enfers et je pioche celle du dessus. Et je récupère la milicienne. Ouais, elle est bien la milicienne. Hein. Et quand elle vieillit, elle prend l'expérience, elle se renforce. En combat, elle a 2, donc elle passe à 3. Et elle coûte 0, donc c'est très bien. Voilà pour le draft. Donc on aura toutes ces cartes à disposition. Donc on les complète avec le fermier qu'on a conservé précédemment. Et c'est tout. Par contre, je suis en train de me dire... Ah oui, non, phase de revenu, ça ne s'appliquait pas. Ok, c'est au roi Lich, puisqu'on est dans la phase recrutement. Il va gagner tout de suite les points de légende figurant sur la carte de Nécropole de la manche 2, donc il prend 7 points. Alors, on avait de l'avance, c'est fini. Donc 3, il passe à 10 directement. Et puis ensuite, il va gagner les bonus de quête. Alors, bonus de quête, il va prendre 2 points pour chaque carte avec au moins un effet de phase, un effet dans la phase de construction, et je crois qu'il y en a. Alors, par exemple, le contrebandier, lui, non, il n'a pas d'effet en phase de construction. Par contre, la Dryade, oui, donc 2. Et le notable, 2 encore. Donc ça fait 4 points supplémentaires. Donc, il passe de 10 à 14. Ok. Ça, c'était pour la carte de l'effet de quête de la manche 1. Effet de quête de la manche 2, 1 point pour chaque carte qui produit de la viande. D'accord, je ne sais plus si on a... Ils sont bien. Alors, l'ombre non, le singe non, ouais, le fermier, donc c'est 1 point. Lui gagnait une pièce par ressource, donc il n'en produit pas. Là, c'est du bois. Bois. Non, ça va, donc il prend 1 point supplémentaire, donc il passe à 15. Donc là, il nous a mis dans la vue 8 points. Il est passé même plus, hein. Mais ouais, il est 8 points devant nous. Donc on voit, ça rigole pas. Quand le roi Lich commence à s'énerver, eh bien, on n'a plus beaucoup de latitude. Je défausse toutes les cartes des enfers, elles ne serviront plus. Et on passe à l'étape suivante, donc au déploiement. Déploiement de nos cartes, soit en main, soit... on peut aussi bouger les cartes qu'on a sur le plateau, etc. Là, en l'occurrence, je ne peux conserver qu'une seule carte, donc il va falloir que je m'applique. Alors, le Léviathan, il coûte 3, je ne peux pas le déployer, j'ai que 2. L'enfant des forêts coûte 1, ça m'apporterait un bois, une viande. J'ai encore une viande là. Et ça me coûte 1. Le jean améliore gratuitement un de vos bâtiments lors du déploiement. Ensuite, je peux poser un jeton vieillissement sur une de mes unités. Alors sur la salamandre, ça pourrait être bien. Ah non. Bon, c'est naze. Plus 1. Ah si, ça me renforce la puissance de la salamandre, la puissance de combat. Qui peut être utile en l'occurrence. Ouais, donc je crois que je vais faire ça et je vais gagner une pièce en plus. Donc ce qui revient à payer le jean 1. C'est pas mal. Qui me permettrait aussi de jouer une autre carte potentiellement. Donc je joue la jean, alors je la joue à la place de qui? Vous pouvez empêcher
une de vos unités de mourir. Ouais. Mais la pillarde, de toute façon, elle va pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Ou alors je vire la fermière. Qu'est-ce qu'il me faut ici pour renforcer mon bâtiment? C'est des pièces d'or, ouais. Donc je peux virer le fermier. J'ai pas besoin de la viande là pour mes unités d'attaque. Donc je vais supprimer le fermier. On peut tout à fait le faire. Donc on enlève les jetons. Et on défausse la carte. On la met dans la défausse générale. Voilà. Et là on va déployer. Du coup, on va déployer qui? La Jean pour 2 pièces d'or. C'est une garde de l'expansion. Donc j'ai plus de pièces. Quand je déploie cette unité, vous pouvez améliorer gratuitement un de vos bâtiments. Donc j'améliore mon temple tout de suite. Ce qui fait que en phase de guerre, je vais gagner 2 points de légende, quoi qu'il arrive. Ça c'est bien. Je vais vérifier juste la signification de cette icône. C'est où? Ouais, c'est ça. Guerre remportée. Phase de guerre. Ok. Ça, c'était son premier effet de déploiement. Deuxième effet de déploiement, placer un jeton vieillissement sur une de vos unités. Je vais mettre un jeton vieillissement sur la salamandre, ce qui lui fait 2 jetons vieillissement, ce qui va lui permettre de se renforcer encore pour s'opposer encore plus efficacement à l'armée du roi Lich. Voilà. Et troisième effet de déploiement, je gagne une pièce d'or. C'est bien. Hein. Le Jean, c'est vraiment une unité à effet multiple, c'est vraiment bien. Donc voilà pour la Jean. Qu'est-ce qu'il me reste en main? Le cuisinier. En phase de revenu, prenez un par viande. Ouais, bah, j'ai pas de viande, je peux le virer. Le fermier, ouais, pas besoin. La milicienne. Ah, mais j'ai amélioré. Eh oui, j'ai amélioré mon bâtiment. Donc là, j'ai un emplacement supplémentaire en fait. Alors, comme j'ai un emplacement supplémentaire, je peux déployer à l'avant une unité supplémentaire. Par exemple, pour gagner des ressources, je pourrais mettre l'enfant des forêts, ce qui me donnerait un bois et une viande. Bah, je vais faire ça parce que derrière, je voudrais construire un autre bâtiment. On va faire ça, ça me coûte 1 de déployer l'enfant des forêts, je l'ai grâce au jean. Et voilà. Je peux conserver une carte. Est-ce que je garde le Léviathan? Est-ce que je garde le Léviathan? 4 plus 2 par viande. Ouais, je vais garder. Je vais le garder, ça fait une grosse carte. Allez, je conserve le Léviathan. Toutes les autres sont défaussées. Voilà. Ok. Fin de la phase déploiement. Le roi Lich n'a rien à faire à ce moment-là. On passe tout de suite à l'étape de guerre. Alors, nous, étape de guerre. Eh bien, guerre, révéler la carte métropole suivante. Donc, on va révéler la carte métropole 3. Ouh la vache. Donc, ça lui apporte 4 à la force de son armée noire. Donc, 4 plus 1, plus 1. Donc, ça fait 4 plus 2, 6 pour l'armée noire. Et là, c'est 7 pour l'armée violette. Donc, 7 plus 3, plus 1. Donc, ça fait 11. Donc, 6 et 11 en force d'opposition pour les armées. Avant ça, non, avant ça, c'est bon, il avait gagné ses points. Donc là, on compare notre puissance de feu à la sienne. Donc j'ai dit quoi? 6 et 11, c'est ça. 6 et 11. Et nous, on a 3 plus 6, 4 et 2, grâce à cette capacité de la salamandre. Donc 4 et 2, 6 et 3, 9. Et 1, 10, grâce à l'enfant de la forêt. Est-ce que notre temple nous apporte quelque chose? Oui, c'est 2 points de légende en phase guerre, donc ça on va les prendre tout de suite, quelle que soit l'issue du combat. Ok.
Ça c'est fait. On est en phase guerre. Bien, donc là on va gagner une bataille sur 2. Alors, première bataille contre l'armée noire, c'est nous qui gagnons, puisqu'on a 9 contre, ou 10 plutôt, contre 6. Donc 10 contre 6, on marque 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Et contre l'armée violette, donc là, il ne faut pas rêver, donc 1 et 3, 4 et 7, 11. 7 contre 10, là on perd. C'est surtout lui qui gagne, donc il prend un point supplémentaire. Voilà, c'est tout. Ça, c'était l'étape de guerre. Par contre, gagner une pièce par guerre remportée, j'en ai remporté une, grâce à ma pillarde. N'oublie jamais de faire les poches de ses ennemis. Là, plus 1. Ouais, ça, je l'avais compté. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien non plus. Ok. Voilà, donc notre phase de guerre est terminée. Bon, c'est une guerre équilibrée. Je pensais qu'on prendrait plus cher que ça, je dois dire. Donc je m'estime heureux déjà d'avoir gagné une bataille. On passe à l'étape suivante, qui est l'étape de revenus. Alors je gagne 2 pièces par défaut. Et puis, grâce à mon temple, eh bien, je gagne 2 pièces en phase revenu supplémentaire. Ce qui va bien nous rendre service, je pense, pour la suite. Est-ce que j'ai d'autres effets en phase revenu? Non, pas du tout. Le roi Lich non plus. Donc voilà, la phase revenu est terminée. Ensuite, phase construction. Alors, on a des ressources. Donc on a du bois et de la viande, ce qui nous permettrait potentiellement, grâce à l'or, d'acheter un terrain pour un deuxième bâtiment, pour 2 pièces d'or. Ce qui nous conserverait 3 pièces d'or pour le Léviathan, par exemple. Et ce qui pourrait être bien, c'est d'utiliser un bâtiment qui favorise la force du Léviathan. Ce serait top. Et il y en a un, je crois. Je ne sais plus lequel c'est, voilà. C'est l'abbaye. L'abbaye coûte... Ah ouais, mais alors, par contre... L'abbaye coûte 3 pièces d'or, plus une viande. Donc on a une viande, nous, ça, c'est pas un problème. Mais les 3 pièces d'or, ça veut dire que je peux pas déployer... je ne peux pas déployer ensuite mon... Ah oui, je peux pas déployer ensuite mon Léviathan si je fais ça. Donc là, l'abbaye, ça me paraît hors de portée. Où est-ce qu'il y a de la viande? Ah, je crois que la ville me permet de produire de la viande. Oui, c'est ça. Donc la ville me permet pour un bois de produire un bois et de la viande. Ce qui peut être vraiment bien. Donc je vais faire ça. Est-ce que j'ai autre chose? Dommage, hein. Mais bon, ça me fait quand même de viande, donc ça renforce bien mon Léviathan. Allez, je pars sur la ville. Donc la ville, pour la construire, il me faut payer 2 pièces pour le terrain, ainsi que un bois. Un bois, j'en ai un grâce à l'enfant des forêts. Donc je peux bâtir la ville de niveau 1. Donc là, en ressources, j'ai tout ça en plus. Très bien. Voilà pour la phase construction. Après la phase construction, on passe à la phase âge. Alors, en phase âge, on applique déjà la capacité des cartes avec cette icône. Donc là, vous pouvez empêcher une de vos unités avec un seul jeton de mourir. Donc c'est ce que je fais. La pillarde ne va pas mourir. Par contre, la mystique meurt et la salamandre meurt. Je défausse ces cartes. Voilà. Fin du tour de vieillissement. Non, pas tout à fait. Je dois faire vieillir la djinn et l'enfant de la forêt. Et ajouter, oui, un jeton sur la pillarde aussi. Ah oui, puisqu'elle ne meurt pas. Donc, je lui ajoute un jeton. Bon, ça ne va pas avoir d'effet sur elle, mais voilà. Elle tient le coup. Ok.
C'est la fin de cette seconde manche. On passe tout de suite à la troisième manche et on va voir si on parvient à résister encore aux assauts du roi Lich. C'est ce qui m'inquiète le plus quand même. Allez, je débute le draft. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai le Cerbère, 3 au lieu de 2 si votre royaume produit au moins une viande. Ouais, produit de la viande. Il y a un enfant des forêts. Ou alors, plus simplement, la milicienne. On rapporte 2. Plus 1 par vieillissement sur la milicienne. C'est un peu faible, 2. Ouais, alors cela dit, j'ai mon Léviathan en attaque. Est-ce que j'ai une production de... Ah oui, je pourrais renforcer encore avec un enfant de la forêt. Je prends l'enfant des forêts. Ah ouais, mais je pourrais pas le payer. Non, je pourrais pas le payer. Je peux pas le payer. Par contre, le Cerbère, il est gratuit. Ça, je peux pas le payer. Bon, je prends le Cerbère. Qu'est-ce que je lui laisse? Du bois ou bois à viande? Ah oui, je lui laisse plein de points. Voilà, vache. Ça me nuit. Je lui laisse énormément de points. Qu'est-ce qu'il a comme capacité là? Ah, c'est une phase âge. Et puis on sait qu'il gagne des points avec phase construction et viande. Il ne faut pas que je lui laisse la viande. Donc je vais prendre l'enfant des forêts pour éviter qu'il s'en serve. Que j'ai pour le moment de l'opposition au niveau militaire. Le reste va dans les enfers. 4 cartes. Alors, le singe chapardeur, il est utile parce qu'il rapporte un point. L'apprenti sorcier, déplacer un jeton vieillissement d'une de vos unités vers une autre unité. Ça, c'est pas mal aussi. Je pourrais est-ce que j'ai un intérêt à garder les jeans? Non. Par contre, garder l'enfant des forêts ou la pillarde, oui. Après, la pillarde a déjà 2 jetons sur elle. C'est pas mal ça. Et j'en ai 2 là. Bah, je vais prendre l'apprenti sorcier en plus, ça me coûte 0. Le reste va dans les enfers. Je pioche 3 nouvelles cartes. Ah, j'ai le serpent géant. Je l'adore cette carte. Elle coûte qu'un. Le bûcheron 2 en bois. Ou le général 2. Et il me rapporte plus 1 point de légende par guerre remportée. Elle est bien le général. Il me faut de l'opposition en même temps, mais ça me coûte 2. Le bûcheron permettrait de gagner du bois supplémentaire. Il me faut 2 bois pour améliorer ma ville. Là, il faut 2 bois. Donc tout est intéressant. Mais je vais prendre le serpent géant qui me rapporte 3 pièces quand il a un jeton de vieillissement sur lui. Maintenant, il faut le payer. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire, mais on verra. Je vais essayer de le garder. Voilà. Là, j'ai fait mes 3 premiers tours de draft. Donc là, j'ai 9 cartes en main, enfin dans les enfers. Donc on mélange, on va voir. On va récupérer des cartes qui nous intéressent. Allez, 1, 2, allez, je prends les 2 premières. Alors, le Cerbère, très bien. Je conserve le Cerbère, je mets l'apprenti sorcier au fond et je reprends une carte. Et la milicienne, c'est toujours pas mal, une milicienne. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes cartes. Et à laquelle j'ajoute le Léviathan. Ok, c'est bien. Voilà, c'est pas un tirage, c'est plutôt un bon tirage. De toute façon, toutes les cartes sont intéressantes. Il n'y a pas de mauvaises cartes, de petites cartes, etc. à ce jeu. C'est l'une des grandes qualités d'ailleurs de Papertel, je trouve. Donc on passe à la phase modifiée pour l'armée du roi Lich. Donc celui-ci gagne tout de suite la valeur de la carte de la troisième manche. Donc 1, il ne va pas gagner grand-chose sur ce coup-là, mais attention, hein, ça veut dire aussi qu'il va appliquer les bonus de quête. Alors, bonus de quête, d'abord, pour les constructions. Bonus de quête, effet construction, non, 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 non et non. 0 point. Ensuite, production de viande. Non, 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 non. Ah, il y en a un là. Donc le chasseur produit de la viande, ça lui rapporte 1. Ça, c'est 18. Ok. Ensuite, dernier effet. Pour chaque carte avec un effet en phase âge. Alors, je sais plus. Un effet en phase âge.
Le chasseur, non. Déplacer un jeton, non. Ça, c'est en phase déploiement, non. Non. À phase âge, le singe. Donc 1 aussi. Là, c'est phase déploiement. Et là, c'est phase revenu. Donc un autre point, il passe à 19. Oh là là, il est en train de nous mettre... bah, il a toujours 8 points d'avance. Voilà pour les effets de quête et l'action du roi Lich. On passe ensuite à l'étape de déploiement. Alors, il va falloir être un peu adroit parce qu'il a une capacité, une force très puissante. Il a déjà 4 et 7 hein, pour ses armées. Là, je ne sais pas ce qu'on va révéler, mais ça risque d'être fort aussi. Donc, il y a déjà une guerre qu'on va perdre, c'est sûr. Celle avec le violet, il y a peu de chances qu'on la gagne. Ouais, donc, à moins que je déploie le serpent géant. Ah non, on avait le Léviathan. C'est 4. Alors, si je déploie le Léviathan, plus 2 par viande, donc on a une viande là, plus une viande là, donc ça fait plus 4. Donc ça fait 4 et 4, 8 avec le Léviathan. Donc 8 plus 3, ça fait 11, plus 1, 12. Ah, c'est pas mal. Hein. Ce qu'il y a, je peux rien déployer d'autre, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'enfant des forêts à l'arrière. Je déploie mon Léviathan pour 3. Je n'ai plus de pièces, mais j'ai des capacités de déploiement éventuellement. Bon, le serpent, je peux pas. L'apprenti sorcier, coûte 0. Alors l'apprenti sorcier, ah ouais, donc je vais sortir le djinn. L'apprenti sorcier pour le déploiement coûte 0. En revanche, je vais pouvoir appliquer un effet. Ah, non, je le garde pour après. Non, je vais appliquer un effet. Déplacer un jeton vieillissement de l'une de vos unités vers une autre unité. Je vais mettre ce jeton-là sur la pillarde. Comme ça. Et bien, comme ça, l'enfant des forêts va résister un peu plus longtemps. Le djinn part. Il me reste un emplacement gratuit. Donc je peux mettre le... Bah non, j'ai pas d'argent, donc je peux pas jouer le serpent. Par contre, je peux jouer le cerbère ou la milicienne. Le cerbère à 3, puisqu'il y a de la viande produite dans mon royaume ici ou par mes bâtiments. Donc je vais jouer le cerbère pour 0. Ouais, très bien. Voilà, ce qui fait que j'optimise un maximum ma capacité de ma force de combat. C'est-à-dire que là j'ai 3 plus 4 et 2 fois 2, puisque j'ai une viande là et une viande là. Donc ça veut dire 3 et 8, ça fait 11. 12, 13, plus 1, puisque j'ai de la viande, donc 14 en combat. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. 14 en combat. Ah, je vais peut-être tenir le coup hein, face au roi Lich. Voilà. Les autres cartes, bah, je vais conserver le serpent géant. Une bonne force de frappe. Les autres cartes sont défaussées. Fin de la phase déploiement. On passe à la phase de guerre. Je révèle. Ouf, ouais. Donc phase de guerre. Alors, phase de guerre. Donc 4 pour 4 et 4, 8 plus 1, 9 pour l'armée noire. Et 6 et 7, 13 plus 1, 14 pour l'armée violette. Ok. Donc 9 et, comment j'ai dit, et 14. 9 et 14. Nous, on a... Alors, phase de guerre. Nous, on a 3 plus 8, 11 plus 3, 14. En cas d'égalité, en fait, on va gagner tous les deux une guerre. Voilà. Ce qui veut dire que je bats, déjà je remporte la bataille face à l'armée noire, donc je prends 3 points. 1, 2, 3. Lui, il va marquer pour la bataille qui finit à égalité avec l'armée violette, et moi je marque 3 points de nouveau. 1, 2, 3. Voilà. Parce que c'est 14 contre 14, hein, c'est bien ça. 7 et 6, 13 plus 1, 14. Et moi j'ai bien 8
Et 3, 11. Ah, et 3, 14. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, en phase de guerre, je gagne une pièce grâce à ma pillarde. Je gagne aussi 2 points de légende supplémentaires grâce à mon temple. Ce qui permet de me rapprocher de mon adversaire. Ça, c'est bien cool. Voilà. C'est la fin de la phase de guerre déjà. Ça, c'est rapide. On passe à la phase revenu. Donc, je gagne 2 pièces plus le temple. 2 encore. Et puis, c'est tout, je crois. Ouais, là, c'est en phase de guerre. Là, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour la phase revenu. Construction. Donc, j'ai 5 pièces. Est-ce que je pourrais améliorer ma ville? Alors oui, alors pour améliorer, alors que j'ai déjà installé le bâtiment, j'ai pas besoin de repayer le coût du terrain. Je dois juste payer les 2 bois. Or, je pense que je les ai, les 2 bois, hein. Oui, j'ai un là, plus un ici. Donc je peux améliorer ma ville. Yes. Ce qui fait que désormais, elle me rapporte des cristaux et 3 points de victoire en fin de partie. Voilà, et je conserve cette capacité. Donc ça, c'est bien, hein. Ouais, c'est cool. Des bonnes combinaisons de cartes là, c'est assez sympa. Et en plus, je préserve mes pièces. J'ai amélioré, je crois pas que je puisse améliorer et construire. Construisez un bâtiment ou améliorer un bâtiment. Ben voilà. Donc là, j'ai amélioré, je peux pas construire ce tour. Ok, je passe à une phase âge. Alors cette fois, eh bien, la pillarde meurt. Elle était très très vieille, elle a fait beaucoup de... Elle nous a bien servi. C'est vraiment une carrière incroyable. Et toutes les autres unités vieillissent gentiment, tranquillement. Voilà. Fin de cette troisième manche déjà. Il nous reste une quatrième manche et la partie est terminée. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce jeu parce que, euh, en fait, c'est épuré et efficace, quoi. C'est vraiment génial. Et il y a quand même un aspect narratif qui est suggéré par les cartes. C'est sûr que on peut se raconter des histoires quand on prend le temps d'observer, en fait, dans le détail, les illustrations avec les capacités. Ça permet d'imaginer qu'on est dans un livre de contes, quoi. C'est vraiment sympa. Maintenant, là, c'est vrai qu'en termes de mécanique de jeu, on va pas trop reconstituer l'histoire au fur et à mesure de la partie. C'est pas trop le but, quoi. En tout cas, voilà, j'ai pas je ressens pas ce besoin. Je suis plutôt pris dans les mécaniques. Bon, allez, on passe à la quatrième manche, déjà. Dernière séquence de draft de cette partie. Alors, il faut soit moyen de scorer des points. Ouais, par exemple là, avec la chimie, soit le moyen de remporter des batailles. Là, j'ai le colosse qui coûte 2. Alors, j'ai assez de pièces, hein, j'ai 5 pièces. Donc, ça, c'est bon. On a le serpent géant. Donc, 2 plus 1 du serpent géant, ça fait 3. Donc là, j'aurai une bonne force de frappe. Donc, le colosse, il est intéressant. Si je peux lui mettre un jeton vieillissement dessus. L'archère peut combattre de l'arrière. Bon, je vais prendre le colosse. On va voir si je peux en faire quelque chose. Ok, ça va dans les enfers. Ensuite, je vais mettre là une carte. Voilà, les enfers ici. 2, 3, 4. Le démon. 2 aussi. Enfin, je vais le prendre. Voilà. Et le diablotin, qui était pas mal. Le chevalier, il rapporte 4. C'est un peu faible. Pas cher, mais c'est faible. Troisième phase. Le nécromant. Plus 1 sur chacune de vos autres unités. Pas mal ça, hein. Et ça correspond bien à ce qu'il nous faut pour le colosse. On a le nécromant. Voilà, je veux gagner les guerres. Voilà, donc là je dois avoir 9 cartes dans les enfers. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Bon, je vais assez vite là parce que je suis assez déterminé à battre le roi Lich sur son propre terrain. J'en ai la possibilité. Ah, par contre, ouais, je suis en train de voir que mon Léviathan ne peut pas combattre là. S'il y a un jeton, ancienneté dessus. Donc il va falloir que je le supprime. 1, 2, ça va pas. Ah bah voilà. Ah non, bah non, le mystique ça me permet pas de le retirer. Faut que j'empêche une de vos unités avec un seul de mourir. Ouais, donc non. Je prends le chevalier. Ça, je le mets en dessous et je prends celle-là. Le diablotin. Au déploiement, plus 1 sur le diablotin. Ok. Bon, bah voilà. Ça, ce sont les enfers. Bon, j'étais un peu vite, mais en même temps, j'ai envie d'en découdre. Fin de la phase de recrutement, donc c'est au roi Lich de s'exprimer. Alors lui, il va déjà marquer 5 points de légende. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 25. Ensuite, il va gagner ses bonus de quête. Alors, bonus de quête, d'abord pour la construction. La phase construction. Non, 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 non. Donc, pas de points pour la phase construction. Production de viande. Non, 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 non et non. Pas de points pour la production de viande. Effet en phase âge. Par contre, ça, il y en a. Oui, 1. Il marque un point. 1. 2. Non, c'est en phase déploiement. 2. 3. 2. La chiromancienne a une phase âge. Ouais. Donc 2. Il se reprend 2 points, il passe à 27. Ça va être chaud. Hein. Ensuite, ici, pour chaque unité de force 4 ou plus, 2 points pour chaque unité de force 4 ou plus dans mon armée, je pense. Bah, j'ai le Léviathan. Je suis en phase de recrutement là. Ah bah 4 de toute façon. Moi j'en ai qu'un, donc il gagne encore 2 points. Ça à 29. Voilà, il est à 29. Très loin de moi, moi je suis à 19. 10 points d'écart. Ok. Son armée noire à 4. Son armée violette à 6. Donc il est un peu moins puissant qu'au tour précédent. Voilà. Et donc, ah mais non, c'est 4 dans sa main, je suis bête. Une. Ouais, bah c'est revient au même. C'est une, ouais. Il a le chevalier qui est à 4 ou plus. Ouais, voilà. Je me suis trompé là, j'ai regardé chez moi, mais c'est chez lui en fait. Je l'ai regardé. Ok, donc voilà pour les enfers, c'est terminé. Phase de déploiement. On voit ce qu'on fait. Alors. Donc je peux mettre. Je peux activer le démon pour 2. Le colosse pour 2 se fait 4. Et la nécromancienne pour 1, ce qui me permet d'ajouter un jeton de vieillissement sur chacune de mes unités. Or, si j'ajoute sur le colosse en particulier, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Est-ce que ça impacte? Ouais, là, il ne peut pas combattre parce qu'il a un jeton en vieillissement. Donc le Léviathan, je peux le supprimer. C'est dommage, il avait 8. 8 en force. Et bon, là, en faisant ça, je cartonne. Je cartonne, ouais. Je cartonne et grâce au némocromancien, je neutralise l'effet passif là, du démon en phase âge. Et je renforce le colosse, donc c'est plutôt bon. Et j'ai 5 pièces, donc tout va bien. Ok, donc là, je vais modifier
mes lignes d'assaut. Alors, je vais virer le Léviathan. C'est vrai que j'ai le serpent géant aussi. Le serpent géant, bon, il me rapporte des pièces, mais j'en ai plus besoin. Si, c'est avant la phase construction, cela dit. Ouais, mais si je joue le Léviathan, je vais pas pouvoir tout jouer. Donc... Ah, à moins que je joue le Diablotin. Ah oui, je peux jouer le Diablotin à la place de l'enfant des forêts. Non, à la place de l'apprenti sorcier, je joue le Diablotin. Il me rapporte deux pièces. Ah oui, oula, ça va être un gros combo ça. Il me rapporte 2 pièces, donc ça m'amène à 7. Ensuite, je vais jouer le colosse pour 2 pièces. Je mets le colosse ici pour 2. Okay. Il n'y a pas d'effet quand je le déploie. Par contre, le diablotin, il se prend, ouais, j'ai oublié, un point de vieillissement. Un jeton de vieillissement. Voilà. Là, je vais mettre mes pièces. Ensuite, je vais virer le Léviathan, c'est 4. Non, je vais virer le Cerbère. Voilà. Et je le remplace par le démon pour 2 pièces d'or. Donc, le démon prend plus 1 jeton de vieillissement sur lui. Quand on le déploie. Voilà, c'est bien. Ensuite, je vais supprimer l'enfant des forêts, que je remplace par le nécromant pour 1. Et quand le nécromant est déployé, je mets un jeton de vieillissement sur chacune de mes autres unités. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors ce qui est bien, c'est que ça neutralise les effets négatifs en phase H du diablotin et du démon. Bon, pour le Léviathan, par contre, c'est pas bon. Et alors lui, le Léviathan, il a combien? Il a 4, plus 2 dans l'autre 1. S'il y a un ou plusieurs jetons vieillissement sur le Léviathan, il ne peut pas combattre. Ouais, donc je vais le remplacer, lui. Et à ce moment-là, il me reste 2 pièces. À ce moment-là, je mets le chevalier, tiens, pour le fun. Pour 1. Voilà. Et j'ai fini ma phase de déploiement. J'ai terminé ma phase de déploiement. Donc je garde le serpent. L'apprenti sorcier, je le défausse. Étape suivante, on passe à la phase de guerre. Phase de guerre. Alors, je vais calculer mon armée, mais avant ça, on va révéler ce que donnent les armées du roi Lich. Alors, il a 3 en armée noire, 6 en armée violette. Donc, ça lui fait un total pour l'armée noire de 3 et 4, 7, plus 1, 8. Et pour l'armée violette, 6 et 6, 12, plus 1, 13. Donc 8 et 13. Ok. Et nous, bon, je pense qu'on a beaucoup plus. Le colosse. 7 au lieu de 1 en force, il y a un ou plusieurs jetons vieillissement sur le colosse. Donc il a 7 lui. 7 et 4, 11. Et là j'ai 7. Donc ça fait 18. 18 pour le démon. Pourquoi j'ai mis le diablotin? Oui, pour les sous. D'accord. Donc 18 pour le démon, pour mon armée. Donc 18 face à 13 et combien j'ai dit? Et 8. Donc je bats 2 fois le roi Lich. Donc il ne marquera pas lui.
2 points supplémentaires. Donc je gagne 2 guerres. 1, 2, 3 pour la première, 1, 2, 3 pour la deuxième. En phase guerre, justement, je gagne, grâce au colosse, 1 point supplémentaire par guerre remportée. Donc je prends encore 2 points. Ça 27. Ici, il n'y a rien. Ici, là, on n'est pas en phase guerre. Là non plus, là non plus. Et là, en phase guerre, j'ai 2 points supplémentaires grâce à mon temple. Donc, je viens à égalité du roi Lich. Parfait. Je viens à égalité du roi Lich. Bon. La phase guerre est terminée. On passe à la phase revenu. Phase revenu. Donc, j'ai 2. Plus 2 grâce au temple. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres revenus, hein, ni dans mon armée, ni dans ma ville. Donc c'est terminé. Pour ça, j'ai 5 pièces. Très bien. Phase construction. Alors je vais essayer de construire. J'ai 5 pièces. En ressources, j'ai un bois, une viande, un cristal. C'est tout. Un bois, une viande, un cristal. Un bois, un cristal. Alors, est-ce que je pourrais tout de suite passer en phase 2? Non, j'aurais pas assez de tout. Donc là, une viande, un bois, un bois. 2 viandes, il me faut 2 viandes. Est-ce que je les ai les 2 viandes? Non, j'ai qu'une viande. Donc non. Un cristal, j'en ai qu'un. 2 viandes. Et j'ai un seul bois aussi. Ouais, donc je ne vais pas pouvoir. Là, je vais simplement construire ce bâtiment pour 2. Non, ah bah non. J'ai 2 bâtiments, donc je dois payer 4 pour le terrain. Histoire de récupérer un point supplémentaire ici. Donc j'ai construit ce bâtiment pour 1, je ne vais pas pouvoir l'améliorer, j'ai pas assez de ressources. Donc la phase construction s'achève. Enfin, la phase âge. Alors, phase âge. Donc le colosse a 1 sur lui, donc il meurt. Le chevalier vieillit. Le démon meurt. Et s'il n'a qu'un seul jeton vieillissement sur le démon, il meurt. Mais lui, il en a 2. Donc je perds des points, mais là, je ne les perds pas. Il m'avait 2 points de jetons de vieillissement. Le diablotin, c'est pareil. Moins 2 points de légende s'il n'a qu'un seul jeton de vieillissement sur lui. Il en a 2. On est bon. Il meurt aussi. Et enfin, la nécromancienne vieillit. Voilà. Fin de la phase vieillissement. Fin de partie. En fin de partie, on regarde les points supplémentaires que va gagner le nécromancien. Il gagne 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il passe à 22. Non, je me suis trompé. Il était à 29, donc 36. Ok. Il ne score rien de plus puisqu'il n'a pas d'autres capacités. Non. Et donc, nous, on regarde aussi ce qu'on emmagasine en points supplémentaires. Alors, fin de partie, je crois que c'est juste les bâtiments qui nous rapportent des points en fin de partie. Fin du jeu. Fin du tour 4, la partie s'achève. Les monarques ajoutent à leurs points de légende indiqués les valeurs sur les bâtiments qu'ils ont construits. Et donc moi, en valeur, j'ai 3 et 3, 6 et un 7. Donc je suis à 29 aussi, donc j'arrive à 36, ce qui nous met à égalité. Il y a un moyen de départager, alors je ne sais pas, face au roi Lich. Parce que sinon, si on regarde le nombre de pièces, moi il me reste une pièce, le roi Lich n'en a pas. Fin du jeu. Le roi Lich remporte les gains. Ouais, vous gagnez la partie si vous utilisez plus de points que lui en cas d'égalité.
c'est le roi Lich qui l'emporte. Voilà, donc eh bien là, je m'incline, alors que notre score est identique, mais il a l'avantage de la magie sûrement, et puis de ne pas respecter les règles, donc il emporte la partie. Bon, alors c'est une défaite, mais c'est une défaite relativement acceptable, on va dire, puisqu'on a égalité. On va procéder simplement à une petite conclusion sur le jeu, avant de nous quitter. Alors, en conclusion, deux choses. La première chose, bon, c'est un jeu, moi j'apprécie parce que voilà, il propose quelque chose d'épuré et ça fait du bien. J'aime bien pouvoir sortir de temps en temps un jeu qui est facile à mettre en place, facile à jouer, dont les règles s'appréhendent et s'apprivoisent en peu de temps. Voilà, un jeu qui prend pas la tête, quoi. Et ça, c'est le cas de Paper Tales. En plus, c'est pas un jeu qui est léger, quoi. Il nous force à réfléchir. Alors là, évidemment, j'ai fait une partie avec une seule extension. Au premier niveau de difficulté avancée, on va dire, face au Roi Lich. Mais voilà, ça reste intéressant. On passe un bon moment. Et c'est cool, quoi. Et franchement, j'ai envie d'y rejouer. Il n'y a pas de problème. Euh, Après, je sais que Paper Tales essuie pas mal de critiques, notamment pour le mode multijoueur, parce que l'une des critiques qui revient souvent, c'est de dire ouais, il y a assez peu d'interaction à Paper Tales. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas le jeu où il y a le plus d'interaction, encore que je demande à voir. Je me demande parfois si ces critiques ne reposent pas sur une comparaison entre le multijoueur et le solo, dans lequel le draft a une dimension assez mécanique. Je pense qu'en multijoueur, le draft est central et l'un des aspects du jeu qui donne tout son sens à Paper Tales en multijoueur. Et, euh, et donc c'est à ce moment-là que se créent les interactions. Parce que notamment quand on joue à 3, à plus, je ne sais pas, mais à 3, je me dis que on peut quand même, à travers le draft, voir l'ensemble des cartes, constater ce qui nous revient et ce qui ne nous revient pas, donc essayer de voir comment l'autre peut construire une stratégie, quelle stratégie il va avoir, quelle carte il peut détenir potentiellement, essayer de construire des réponses aux éventuelles attaques qui vont en plus avoir lieu dans le cadre de la phase de combat, de guerre. Et donc ça, c'est intéressant. De ce point de vue-là, donc je pense qu'il y a une forme d'interaction, même si, y compris dans le livret de règles, il est dit que la phase de déploiement, par exemple, n'est pas très importante en matière d'interaction, c'est-à-dire que ça sert à rien d'observer ce que l'autre déploie, c'est déjà trop tard. D'autant qu'en plus, de toute façon, en multijoueur, on déploie les cartes non pas de face visible, comme en solo, mais face cachée. Donc bon, de toute manière, on ne découvre que vraiment au dernier moment ce que l'autre a déployé. Donc, on ne peut faire que des paris finalement sur ce qui va apparaître ou pas. Alors, c'est vrai que comme les cartes vont vieillir, eh bien, elles vont rester sur le terrain. Donc, ça, c'est un aspect aussi qui peut changer aussi un peu la façon dont on appréhende la manière de jouer des autres joueurs. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des interactions. Maintenant, elles ne sont pas véritablement d'une dimension très concurrentielle, c'est plus des, des interactions stratégiques, on va dire, ou d'observation, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a de l'interaction, et je pense que cette critique, elle n'est pas forcément justifiée, ou alors c'est parce qu'elle est vraiment faite considérant qu'il n'y a pas d'échange direct entre les joueurs. Et là, peut-être, il n'y a pas d'interaction directe, encore que la phase de guerre, c'est une confrontation directe entre joueurs. Donc bon, je suis pas sûr que cette critique tienne réellement. J'en sais rien. Maintenant, ça dépend ce qu'on recherche dans le jeu. Paper Tales reste un jeu cérébral. Voilà, c'est pas le jeu où on va peut-être le plus se marrer, le plus se faire de coups pendables et tout. Encore que c'est à voir, hein. Ça reste un jeu de cartes avec des effets de combinaison qui peuvent vraiment euh, changer le cours de la partie. Donc, bon, il peut y avoir des rebondissements. Moi, je pense qu'en multijoueur, on peut s'amuser à Paper Tales malgré les critiques.
Voilà. C'est tout, je vais pas aller plus loin, j'aurai sûrement d'autres remarques à formuler, bonnes ou moins bonnes, mais voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois. Encore une fois, Paper Tales, c'est un jeu que j'aime bien. Euh, Est-ce que je vous le recommanderais? Bah, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien les jeux comme ça, paisibles, dans lesquels on va se laisser un peu porter par les règles, et puis on va quand même réfléchir, mais voilà, sans se prendre la tête avec des mécaniques compliquées, et puis une superposition de systèmes qui vont s'imbriquer vraiment à outrance. Encore que là, il y a beaucoup d'imbrication entre les cartes, c'est même l'autre mécanique centrale du jeu. Euh, voilà, moi je le trouve très intéressant, j'aime beaucoup, et j'y rejouerai avec plaisir, c'est sûr. Eh bien, écoutez, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Surtout, portez-vous bien. Je vous embrasse. Salut.